Dan, ce que je vous ai fait entendre juste avant d'entrer en ondes, c'était qui? Le cap. L'avez-vous reconnu? Oui. Ouais. Cap vers Noël. Ouais. Vous souvenez-vous de la date? 11 novembre. 11 novembre. OK? Les membres de la Coalition Avenir Québec, le War Room, s'étaient réunis puis on dit, tiens, on va offrir un Noël aux Québécois. Ça, c'était le 11 novembre 2020. C'est ça? On nous aimait, là. Je me trompe pas? Oui. Puis quand j'avais entendu ça le 11 novembre 2020, comme quoi on allait nous offrir un Noël, j'étais dans ma voiture, puis je me suis dit, ouais, je suis vraiment content pour les Québécois en général, mais ça donne que je fais toujours le remplacement pendant le temps des fêtes. Et à chaque fois que je parle du taux d'occupation depuis 2011, du temps des fêtes, c'est astronomique. Mm-hmm. On est carrément sur une autre planète au temps des fêtes. Puis là, je me suis dit, si je jase avec de ça avec les auditeurs dans mon live en vacances, les auditeurs me croiront pas. OK? Mais posez-vous cette question-là là, pendant que je vais retourner dans les archives. Là. Comment ils ont fait pour penser qu'on pourrait avoir un Noël en famille, 2-3 bulles mélangées, pendant 4 jours. Comment ils ont fait pour penser à ça? 8 janvier 2011. Je vous ramène loin, là. J'ai retourné dans mes archives, c'est pour ça que j'ai l'air brûlé un matin. Le taux moyen d'occupation, le 8 janvier 2011, des urgences de Montréal était de 141 %. Ça, c'est le taux moyen des hôpitaux à Montréal. L'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne, l'hôpital Saint-Eustache, taux d'occupation respectif de 256 % et 304 %. C'est en 2011. Pierre-Legardeur est généralement le pire. Ouais. On nous dit qu'à Saint-Eustache, il y avait 60 % des civières des urgences qui étaient occupées par des personnes qui étaient âgées de 65 ans et plus. Le ministre de la Santé de l'époque, c'était l'excellent Yves Bolduc. Lui, il soutenait que les personnes âgées de 75 ans et plus représentaient entre 40 et 60 % des jours présence aux urgences. Selon lui, c'est des gens qui sont plus fragiles de façon générale. Ce n'est pas nécessairement le système et les services qui sont mal organisés. Uh-huh. On parle de 2011. Ça fait du bien de se souvenir des fois. Tu sais ce qu'il y a sur notre plaque d'immatriculation, là, je me souviens, c'est exactement l'exercice que j'étais en train de faire présentement. Ce qu'il mentionnait, c'est que, même si les soins à domicile étaient optimaux au Québec, les aînés très malades devraient quand même se rendre dans les hôpitaux. Quant à la crise qui touche les urgences depuis le début de l'année, M. Bolduc affirme que cela se produit chaque année et il se défend de n'avoir rien fait. Ça, c'était le 8 janvier 2011. On est maintenant rendu en 2012, le 12 janvier. En début d'après-midi, l'urgence la plus encombrée était celle de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumonie, l'hôpital Laval. Oui. Avec un taux d'occupation de 228 %. Les taux d'occupation étaient également élevés à l'Hôtel-Dieu, 160 %, l'hôpital du Saint-Sacrement, 159 %, au CHUL, 158 %, à l'Enfant Jésus, 154 et à Saint-François d'Assise, 132. Au cabinet du ministre de la Santé, Yves Bolduc, on a répondu que le ministre suit la situation de près et participe régulièrement à des réunions pour trouver des solutions à l'engorgement des urgences au Québec. On est en 2012. L'Agence de santé de la capitale-nationale, on explique en partie aussi l'engorgement des urgences par la forte demande qui suit la période des fêtes. En plus, on pense que l'apparition de cas de gastroentérite n'est pas étrangère à ce phénomène, que l'on espère ponctuel. Et Agnès Maltais, qui était critique de l'opposition en santé à l'époque de mémoire, elle a blâmé le ministre de la Santé, Yves Bolduc, pour son incapacité à régler le problème des urgences à Québec, particulièrement celle de l'Enfant Jésus et du Saint-Sacrement. Ça, c'est pour 2012. Écoute, année après année, les lignes de presse doivent être prêtes d'avance, puis les reportages aussi, de la même manière que la première neige. Vends pas mes punchs! OK. Jean-François Racine, Journal de Québec, lundi 7 janvier, taux d'occupation, on est rendu en 2013, taux d'occupation des civières des hôpitaux de Québec, toujours très élevé. Quelle date? Le 7 janvier 2013. OK. Selon le relevé quotidien de l'Agence de la santé et des services sociaux. Les salles d'urgence des hôpitaux de la région de Québec affichaient des taux d'occupation qui variaient entre 236 % et 113 %. Encore une fois, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
du Québec était la plus engorgeante en raison de sa plus faible capacité, alors que l'Hôtel-Dieu de Québec semblait un meilleur choix, nous dit-on. Puis pour ce qui est des six établissements majeurs, la moyenne était de 152%. On est en 2013. 2014, hôpital du Surroi, à Salaberry de Valleyfield. J'ai été chercher plusieurs endroits au Québec. Région, oui. On est le 7 janvier 2014. On atteignait à cet endroit 323%. Il y a 3 fois trop de monde, OK? Parfait. Je m'en vais en 2015. Les hôpitaux de Québec continuent de subir les contre-coups de l'épidémie de grippe qui sévit présentement. Quelle est la date? 5 janvier 2015. Oh, c'est plus tôt, Encore ça. en fin de journée, les urgences étaient débordées. On parlait de taux d'occupation moyen de 154%. Hôpital Saint-Sacrement, 177. Chull, 167. On met sur place des cellules de crise pour accélérer le passage de patients qui ont besoin d'hospitalisation vers les étages. À la direction générale de la santé publique, on indique que c'est toujours la souche d'influenza de type H3N2 qui sévit à Québec. Et depuis le début de l'éclosion, en octobre jusqu'au 23 décembre, on dénombre environ 5000 cas confirmés de grippe à travers tout le Québec, dont 1833 dans la seule semaine du 21 au 27 décembre. À ce moment-là, on est le 5 janvier 2015. 150, 170%, c'était une bonne année. Une bonne année. Ça allait bien? Ben oui. Il n'y a pas d'épidémie ici. 25 janvier 2016, Journal 25? Journal c'est Métro. tard, Tu peux pas, hein? Je diversifie mes sources. Journal Métro. Malgré les différentes stratégies mises en place par les agences de santé, les urgences de l'Est de Montréal débordent toujours de patients. Leur taux moyen d'occupation est de 180% et c'est jugé critique par les intervenants du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux. Selon Denise Fortin, présidente directrice générale adjointe au CIUS, la situation est de plus en plus inquiétante. On parle aussi, il y a 1400 de nos enfants qui souffrent de maladies respiratoires. L'espérance de vie dans l'Est de Montréal est moindre pour nos enfants. Si une petite fille naît dans l'Est, elle a 9 ans de moins de vie que si elle est née à Westmount. Ce sont des statistiques étonnantes. Désengorger les urgences. On parle à ce moment-là, et on est en 2016, le 26 janvier 2016, on parle de 4 alternatives innovantes pour désengorger nos hôpitaux. Oh. Oui. On a appliqué ça depuis? Oui, exact. Organisé en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde, le forum auquel ont assisté les citoyens, intervenants et employés du CIUS avait pour objectif de faire le point sur les alternatives au recours à l'urgence par les patients de l'Est de Montréal. 4 alternatives innovantes ont été présentées aux participants du forum, dont celle de l'application Mobile Doc TR. On a dépensé des milliers et des milliers de dollars pour mettre ça en place. Aujourd'hui, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Non, encore. ça roule pas. Ah. On dit que c'est une application qui permet aux usagers munis de leur téléphone intelligent de connaître en temps réel le centre hospitalier avec le plus haut taux d'occupation. Monsieur Simard, un pharmacien de la région de Montréal, a parlé du programme de la pharmacie qui lui permet d'utiliser des appareils électroniques mobiles pour suivre l'état de la santé de ses clients à distance. Angela Geloso, psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, fait partie de l'équipe d'hospitalisation à domicile de l'Est de la métropole. Nous avons une équipe interdisciplinaire qui se rend au domicile de patients âgés de 70 ans et plus ayant des problèmes de santé mentale. Ceci nous permet de désengorger les urgences et de traiter un problème spécifique chez une clientèle spécifique. On est le 26 janvier 2016, toujours le bordel dans les hôpitaux. 15 décembre 2017, on avance, hein? En route vers... En route vers Noël, comment qu'elle dit ça? Cap vers Noël. Cap vers Noël, c'est ça, Cap. 2020. Donc, les urgences de plusieurs hôpitaux débordent le 15 décembre 2017. On parle des hôpitaux Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, 192%. L'hôpital pour enfants à Montréal, 158%. Le Gardeur de Terrebonne, 153%. Pierre Boucher de Longueuil, 151%. Et la ministre de la Santé et des Services sociaux partageait pas à cette époque-là le constat du fait que l'affluence est plus grande en raison notamment de la météo. Quand on regarde les statistiques du Québec dans les urgences qui sont les meilleures que nous avons eues depuis 15 ans, cela ne signifie pas que c'est exactement comme ça à tous les jours. Explique qui? Gaétan Barrette. On est en 2017. 2018, sous la plume d'Antoine Lacroix, le 5 janvier 2018, en pleine explosion de grippe, les urgences d'un peu partout au Québec sont engorgées, certaines au plus du double de leur capacité.
En moyenne, à Montréal et Québec, on parle de 140 %, mais il y a des exemples qui sont pas mal plus hauts que ça. À l'hôpital Pierre-Legardeur, 219 %. En moyenne au Québec, ça je vous l'ai mentionné, les taux d'occupation actuels n'est pas seulement causé par l'influenza, mais également par les cas de pneumonie et de malades pulmonaires chroniques, entre autres. Et c'est ce qu'a indiqué Maryse Bérubé, agence d'information du CIS de Lanaudière. 2018. 2019, forte occupation des salles d'urgence au Québec. 3 janvier, un taux d'occupation des civières supérieur à 100 %. Salaberry de Valleyfield et centre hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay, l'occupation est supérieure à 200 %. Pour les 6 hôpitaux de Québec, ils sont tous au-dessus de 100 %. Les pires débordements sont observés à l'hôpital Saint-François d'Assise et l'hôpital L'Enfant-Jésus. L'occupation est aussi très élevée sur la Côte-Nord à l'hôpital Le Royer à Bécomo et à l'hôpital de Sept-Îles. On est le 3 janvier 2019. On retourne au début de l'année. Hein? C'est un petit voyage dans le temps que je vous fais faire. Le 4 janvier 2020 à 11h58. Ah, que ça allait bien dans ce temps-là. La presse canadienne. Taux d'occupation des civières dépasse la capacité dans la plupart des régions administratives. Montréal, Montérégie, 151 %, Laurentides, 164 %, Lanaudière, 164 %. Du côté de Laval, l'hôpital de la Cité de la Santé, c'est 141 %. À Montréal, la moyenne s'établissait à 133 avec un total de 63 patients attendant sur une civière depuis plus de 48 heures. Hôpital Juif, 213 %. L'Institut Douglas, ça c'est la santé mentale, c'est ça, 233 %. Hôpital de Montréal, 250 %. Quand je parle de l'hôpital de Montréal, c'est l'hôpital de Montréal pour enfants à 250 %. Ouais, okay. Et pour ce qui est de la capitale nationale, la moyenne était, tu vois, l'Enfant Jésus, 135 et le centre hospitalier de l'Université Laval, 144. Depuis 10 ans, je fais le show du matin pendant le temps des fêtes. Depuis 10 ans, je constate que les taux d'occupation pendant le temps des fêtes dépassent l'entendement et la capacité. Mais t'as Geneviève Guilbeault, le 11 novembre 2020, qui mentionne ça. On veut pouvoir permettre aux gens de vivre un temps des fêtes avec un certain esprit festif, mais très, très modestement probablement parce que, vous le savez, à chaque fois qu'on reprend trop nos activités, le nombre de cas augmente, donc il y a l'effet yo-yo là, qu'on veut éviter. Donc que ce soit dans les CHSLD ou dans la société en général, on a le cap vers Noël. On souhaite que les Québécois puissent vivre un Noël le plus intéressant possible dans les... OK, ça c'est le 11 novembre. Le 17 novembre, qu'est-ce qu'il y avait à dire François Legault? On va passer à François Garipi de Radio X. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, en fait, vous avez débuté votre point de presse en parlant de mesures qui fonctionnent, d'un certain équilibre atteint. Mais comme plusieurs Québécois, aujourd'hui, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que vous annonciez Noël aujourd'hui, un peu comme Mme Guilbeault l'avait annoncé, cap vers Noël la semaine dernière. Enfin, ma question est peut-être banale, mais quand annoncerez-vous les mesures sanitaires en lien avec le temps des fêtes? Parce que la seule question qui préoccupe les Québécois présentement, c'est est-ce qu'on va voir grand-maman durant le temps des fêtes? Exactement. C'est pour ça, on est le 17 novembre. Noël, cette année, ça tombe le 25 décembre. Non. Et je veux, dans les prochains jours, donc un mois à l'avance, donner la chance à ceux qui auront à préparer la dinde, les tourtières, etc., de savoir combien ils vont pouvoir recevoir de personnes. Donc, au cours des prochains jours, on va dire ça aux Québécois. Donc ça, c'était le 17 novembre puis le 26 novembre 2020. Monsieur le Président, on a proposé une espèce de contrat moral pour les Québécois pour Noël. Évidemment, pour être capable de se voir à Noël, on a mis des conditions. Entre autres, une des conditions, c'est de ne pas avoir de contact, donc de ne pas avoir été à 2 mètres de contact d'autres personnes pendant la semaine qui précède Noël. C'est le 26 novembre. Le 3 décembre. Il n'y aura pas de visite dans nos maisons. Donc, quand on a une couple d'années de plus, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des petites siestes, des sommes, comme on dit, dans l'après-midi après le repas. Lire des livres, toutes sortes de livres, et faire des Zooms, des Teams, s'appeler au téléphone. Mais ça va être un Noël tranquille. Pourquoi on n'apprend pas de nos fucking erreurs? Pourquoi on peut pas se permettre de dire qu'au Québec, on réalise des choses incroyables? On apprend de nos erreurs. On s'inspire des meilleurs plutôt que de se comparer aux pires, comme notre premier ministre fait à chacune des conférences de presse.
Ah ben vous savez, ça va pas si mal que ça au Québec. Puis là, il nous donne des chiffres aux États-Unis, puis dans des endroits où ça va mal, puis il fait abstraction des endroits où ça va bien. Ben écoute, au moins ce qui est encourageant avec ce qu'on est en train de vivre présentement, c'est que on sait que pour les prochaines années, on va avoir changé plein de choses dans le milieu de la santé puis qu'on va améliorer le tout. Non? Je vous pose la question à vous deux. Moi, c'est la chose qui me fait capoter depuis le début. Tu sais, on le sait, on est confiné parce que le système de santé pète de partout. OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, tu sais, écoute, le système de santé à l'heure actuelle, là, c'est juste ça qu'il faut apprendre. Le système de santé à l'heure actuelle ne répond pas à la demande. Moi, ça fait 42 ans que je me fais dire que j'ai le meilleur système de santé au monde. Ben aujourd'hui, on prend conscience que c'est faux. C'est vraiment faux. Et c'est le système de santé qu'on doit placer au banc des accusés à partir du moment où on sort de cette crise-là. Ça, c'est définitif. Et on aurait dû s'en rendre compte bien avant, parce que la revue de presse que tu viens de faire là, ça nous prouve depuis longtemps que notre système de santé, à chaque année, il pète en janvier. On en remonte à 2003, c'est le débat des chefs. On est en campagne électorale. On a Mario Dumont qui est chef de l'ADQ. On a Bernard Landry qui est chef du PQ. Qui est ministre de la Santé à ce moment-là? Un certain François Legault. Ah tiens. Vous, là, c'était un comptable du domaine de l'aviation qui s'occupe de la santé. On a beaucoup de spécialistes en santé dans notre parti. Bon, ben votre souci pour les aînés vous honore, puis je le partage aussi. D'ailleurs, avec le plan Legault, là, les soins de santé de longue durée sont privilégiés. On est en 2003. Le plan Legault pour les CHSLD. Ouais. Ah ouais, c'est important de se souvenir, les amis. Puis on a fait une petite revue de presse. On a fait un beau tour. Allez-vous nous rendre ça disponible en podcast? Partagez ça, donnez de l'amour à votre gouvernement en place. Ça sert à ça, les médias. Ça sert à mettre de la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement soit meilleur.